Merci de nous choisir pour vous informer. Au sommaire de cette édition, la montée des eaux dans le bassin du fleuve Ouémé est source d'inondations chaque année au Bénin. Comment faire donc pour y remédier? Vous aurez les précisions dans ce journal. Conférence de presse de l'Institut national de la femme hier à Cotonou. L'objectif était de présenter le point chiffré des plaintes enregistrées depuis le mois de septembre 2021. Et puis au Nigeria, le nettoyage de l'Ogoniland aggrave la pollution de ce territoire. Voilà pour le sommaire, le développement dans un instant. À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue. Le fleuve Ouémé est actuellement en crue avec comme corollaire l'inondation dans plusieurs communes du Bénin, notamment au nord et au centre du pays. Pour mieux comprendre ce phénomène cyclique, nous avons interrogé un hydroclimatologue spécialiste des risques et catastrophes. Suivez ces explications dans ce reportage de Clémence Tonoucoin. La montée des eaux dans les bassins du fleuve Ouémé occasionne chaque année des inondations dans plusieurs communes du Bénin. Cette année, le phénomène a déjà fait ses premières victimes. Selon un hydroclimatologue spécialiste des risques et catastrophes, le phénomène est normal et naturel. Seulement, il prend des allures inquiétantes. La montée des eaux dans certains cours d'eau au Bénin en cette période, c'est normal. Mais l'ampleur que le phénomène prend aujourd'hui, c'est l'ampleur qui nous embête un peu. Hydrologiquement, c'est normal parce que c'est la période de forte pluviosité dans le nord. Cette période correspond en réalité à la petite saison pluvieuse au sud, mais le phénomène s'observe beaucoup plus au nord. Et il y a une forte corrélation entre la pluie et les débits. Quand vous prenez les lacs et les lagunes, le rôle des lacs et lagunes aujourd'hui, eux, ils servent de tremplin à l'eau qui vient du nord vers l'océan Atlantique. Donc, lorsqu'il y a une montée des eaux de l'autre côté, forcément, il doit y avoir aussi une montée des eaux au niveau de ces lacs et lagunes-là. Diverses causes expliquent l'accentuation du phénomène. Dans le centre et le nord du pays, nous sommes sur le socle cristallin. Et le socle cristallin, le sol qui est là, c'est un sol qui est issu de l'altération de la roche-mère. Et ce sol étant peu poreux, le niveau de saturation est rapidement atteint à la suite de fortes pluies. Et quand cela arrive, l'inondation survient rapidement. Mais l'inondation est accentuée par d'autres causes, dont notamment les modes d'affectation des terres que nous adoptons. Dans les milieux urbains, vous avez par exemple le mauvais dimensionnement des ouvrages, l'insuffisance du mauvais dimensionnement de ces ouvrages-là. L'agriculture aujourd'hui, nous occupons pratiquement les zones inondables. Et l'occupation de ces zones inondables-là fait que quand il pleut rapidement, le niveau de l'eau monte et les dégâts commencent. Il y a aussi la dégradation du couvert végétal, parce que c'est la végétation qui retient l'eau pour permettre une forte infiltration. Le phénomène étant naturel, on ne peut qu'œuvrer à atténuer son ampleur. Pour cela, l'hydroclimatologue fait des propositions. L'une des actions phares, c'est reconstituer par exemple les galeries forestières, reconstituer la couverture végétale, adopter des bonnes pratiques de culture. Au lieu de faire tout le temps culture tirant sur brûlerie, on peut adopter une autre forme de culture. Aujourd'hui, on privilégie beaucoup plus l'agroécologie. L'agroécologie qui consiste, bien entendu, à faire de la végétation et en même temps des cultures dans ces végétations-là. Donc, c'est possible de réduire les effets. Autre élément, c'est aussi de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Parce que n'oubliez pas, l'un des facteurs qui fait aujourd'hui qu'il pleut beaucoup plus, c'est les effets des changements climatiques qui se manifestent par l'occurrence des phénomènes extrêmes. Dans un même milieu où vous avez une forte pluviosité, l'année qui va suivre, vous pouvez avoir une forte sécheresse. Donc, on est dans les deux extrêmes. Face à l'urgence de la situation, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, à travers un communiqué en date du 29 août dernier, a rappelé aux populations menacées par l'inondation les mesures à prendre pour éviter le pire.
L'Institut national des femmes a présenté hier le point chiffré des plaintes enregistrées depuis le mois de septembre 2021. C'était à la faveur d'une conférence de presse animée par la secrétaire exécutive de l'Institut, Maître Huguette Bokwe-Nyakadia. Suivez plutôt. Œuvrer à la promotion de la femme au plan politique, économique, social, juridique, culturel et aussi bien dans la sphère publique que privée, c'est la mission confiée à l'Institut national de la femme, dirigée par l'honorable Claudine Afiavi Prudencio. Après une année d'existence, la secrétaire exécutive de l'Institut fait ici le point des plaintes enregistrées. Le nombre total de cas est donc 156. Au niveau de la tranche d'âge la plus touchée, ce que nous avons observé, c'est que nous avons eu 34 mineurs qui ont fait l'objet de viols. Et sur ces 34, la tranche de 0 à 19 ans est la plus touchée. Nous avons eu dans la tranche de 8 à 14 ans, 14 cas, dont 5 comptant des mineurs de 9 ans. Au niveau des violences psychologiques, la tranche d'âge la plus touchée, c'est 36-37 ans. Au niveau de la violence domestique, c'est les femmes de la trentaine qui ont été le plus touchées. Au niveau de la violence patrimoniale, c'est au moins 50 ans. Et là, nous avons, en termes de problèmes de garde d'enfants, nous avons 25 cas. En termes de violence psychologique, nous avons 23 cas. En termes de violence patrimoniale, nous avons 20 cas. Si nous prenons ces 3 catégories de violences, vous constaterez que c'est surtout au sein des couples que la plus grande violence se passe. Et que, ma foi, la violence psychologique est en train vraiment de se développer. Elle prend différentes formes. Quand nous avons des procédures, dans des cas qui ne sont pas des cas de viol et autres, c'est systématique, nous invitons les hommes. Une délégation de l'Institut national de la femme envisage de se rendre dans les plus brefs délais dans les différents départements afin de mieux se faire connaître de la population. Nous cherchons les hommes et les femmes qui sont des leviers au sein des communautés que nous allons associer à notre stratégie de communication. Nous avons également dit que les jeunes allaient faire partie de façon stratégique dans notre projet de communication et qu'il fallait que ce soit des jeunes qui parlent aux jeunes. En attendant, je vais vous prier d'accepter que j'utilise cette occasion pour rappeler que nous avons un numéro qui est le 51 07 88 88 qui fait office de ligne verte. L'Institut national de la femme va également procéder à l'installation de ces points focaux dans tous les départements. Zakiat Latoundji a été réélu jeudi dernier à la tête de l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB. C'était à l'issue de l'Assemblée générale élective tenue à la Maison des médias Thomas Menyassa de Cotonou. Au terme du processus, les participants ont diversement apprécié les travaux de l'Assemblée générale élective. Suivez plutôt. Aujourd'hui, c'est impressionnant. Tout s'est bien déroulé comme il le faut. Parce que les désordres n'est pas bon à accepter, surtout nous les médias. Vraiment, nous sommes des personnes responsables. Et je remercie Dieu qui nous a vraiment aidés, que tout s'est bien passé. Et notre vote s'est bien passé. Et on a reconduit notre présidente sortant, Zakiat Latoundji. Ce qui s'est passé ce soir à la Maison des médias, c'est inédit. Pour la simple raison que nous étions d'abord à l'AG et au départ de la séance, nous avons constaté que tous les membres, les 3 membres, j'allais dire, du présidium, en réalité, nous avons constaté que l'un des 3 membres n'était ni membre de l'Union, ni membre reconnu comme tel. Et par rapport à cela, je crois que des interventions sont intervenues dans la salle pour dénoncer cette mascarade. Et au thème de ces différentes dénonciations, nous avons constaté que de façon frauduleuse, le dit rapporteur du présidium a été soustrait de la salle. Après, nous avons constaté qu'un autre l'a remplacé et dans ce désordre qui ne se qualifie pas, nous avons constaté juste que le président du présidium a juste dit qu'un bureau a été élu. Et nous remarquons que dans le processus d'organisation de cette élection, il y a eu beaucoup de fausses notes,
beaucoup de violations des principes, beaucoup de violations de nos tests, beaucoup de violations de notre règlement intérieur. Et pour couronner le tout, on a violé la façon d'élire le président ou la présidente de notre union. Parce que ce soir, ce qui s'est passé, il y a tout lieu sauf un vote. Parlant toujours de l'Union des professionnels des médias du Bénin, les deux candidats malheureux au poste de président, Fortuné José Merhuenou et Fortuné Sosa, se sont également prononcés à l'issue de l'Assemblée générale élective. Une Assemblée générale qui malheureusement s'est muée en une succession de violations des tests qui régissent notre corporation. Vous avez été témoin des faits depuis le matin que nous sommes ici. On a installé pour nous un présidium dont un des membres ne fait même pas partie de notre corporation. Quand cette supercherie a été découverte, l'intéressé devant vous tous s'est arrangé pour fuir de la salle. Après, le présidium qui a été mis en place n'a même pas laissé le déroulement du processus se faire, ne serait-ce que sur le mode du scrutin. Et je mets quiconque au défi de nous dire, au thème de cette journée que nous avons passée à la Maison des médias, quel a été le mode de scrutin retenu pour faire cette élection, quel a été le type de vote que nous avons retenu. Et après, j'ai constaté qu'on a caporalisé le président du présidium, on lui a donné tout le temps des instructions, des injonctions. On a déposé, on nous a dit qu'il y a une liste qui a été déposée, la liste n'a pas été lue. Personne, aucun participant à cette Assemblée générale n'est en mesure de dire quelle liste a été déposée, qui est cette liste. Et subitement, dans un brouhaha qui ne dit pas son nom, en l'absence même de la consoeur qu'on prétend avoir été élue, on nous annonce pas des cris, pas des bruits, pas du brouhaha, qu'il y a un candidat qui a été élu alors qu'il n'y a jamais eu élection. Nous venons d'assister à une mascarade. Il n'y a pas eu élection. Il y a eu des questions préalables qui ont été posées par rapport à la fiabilité de la liste et par rapport à la qualité des membres qui sont invités à cette Assemblée générale. Parce qu'on a constaté qu'il y a beaucoup de membres qui ne sont pas véritablement des membres de l'Union. Nous ne leur contestons pas leur qualité de professionnels des médias, mais nous contestons à beaucoup la qualité de membre de l'Union. Parce que pour être membre de l'Union, cela répond à un certain nombre de critères qu'il faut remplir au préalable. Et on a constaté qu'il y a beaucoup qui étaient là, qui ne remplissent pas ces critères-là. Nous avons demandé qu'il y ait une vérification par rapport à leur adhésion effective à l'UPMB. Ça n'a pas été fait. Beaucoup de questions ont été posées par rapport aux rapports qui ont été présentés, rapport moral, rapport d'activité, rapport financier. Et la présidente et son bureau n'ont pas daigné répondre à ces questions-là. Aucune des questions n'a trouvé de réponse. Et puis tout d'un coup, le présidium installé, on a constaté même qu'un membre du présidium a dû fuir parce que n'étant pas réellement membre de l'Union, a dû fuir. Donc finalement, dans ces préoccupations que nous soulevions, on a constaté qu'une liste a été brandie et puis c'est des acclamations qui ont suivi. Du Bénin, rendons-nous au Nigeria où Ogoniland, ce territoire riche en pétrole dans le delta du Niger, demeure massivement pollué. L'exploitation pétrolière a certes pris fin avec l'arrêt forcé des activités de Shell il y a plus de 15 ans, mais les travaux d'assainissement qui ont suivi n'ont pas permis de dépolluer cette région. Un rapport de Bloomberg paru cette semaine note des dysfonctionnements importants dans l'élaboration du projet IPREP censé assainir les terres agricoles, les zones de pêche ou encore les mangroves. Le nettoyage du territoire des Ogoni a été chiffré à $1 milliard en 2019 et devrait être financé par Shell, Total et Eni. Sur place, le désastre écologique causé par les équipes du projet IPREP agace les habitants de l'Ogoniland pour qui Shell et les autres compagnies pétrolières qui ont pompé du pétrole dans cette région doivent être tenus davantage responsables du nettoyage de leur territoire.
Et puis un hommage en demi-teinte, c'est ce qui se profile aujourd'hui à Moscou, où sont célébrées les obsèques de Mikhail Gorbatchev, décédé mardi dernier. Vladimir Poutine a lui-même donné le ton de cette fébrilité russe à rendre hommage à l'initiateur de la perestroïka. Il a annoncé qu'il ne participerait pas aujourd'hui aux obsèques du dernier président de l'Union soviétique. Mais le Kremlin devrait tout de même apporter sa touche à l'hommage. Vladimir Poutine l'a assumé au cours de ses dernières déclarations. Il n'y aura pas d'hommage national aujourd'hui à Mikhail Gorbatchev. C'est sa fondation, la Fondation Gorbatchev, fondée en 1991, qui organisera cette journée de funérailles dans le centre de Moscou. Le corps de Mikhail Gorbatchev sera exposé dans la maison des syndicats à 2 pas du Kremlin. Il faut dire que c'est une tradition en Russie. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Vous pouvez désormais nous suivre via l'application Eden TV Diaspora FM. L'information continue sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook et Twitter et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Merci de nous avoir suivis.